La parole et ces vidéos, cette chaîne que j'ai ouverte il y a un an, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Et chaque jour, j'avance un peu plus. Et plus j'avance, plus les éléments, les parties s'assemblent et le sens se révèle, la signification, les significations se révèlent, plus en fait cette matière noire que j'ai en moi se décante et se transforme en essence qui me permet en fait de comprendre. Et sans la parole, c'est-à-dire sans une action de la personne sur elle-même, il n'y a pas moyen de comprendre quoi que ce soit. Quand tu es silencieux et passif, tu gobes les informations des uns et des autres. Et tes mots, MOTS, sont des mots MAUX. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées dans ta tête des systèmes réflexifs enfermants qui te donnent l'illusion de la compréhension, mais c'est pas vivant. Parce que pour que ce soit vivant, il faut que ce soit parlé et il faut que la personne s'investisse. Le problème des humains, c'est qu'ils sont passifs. C'est la passivité qui, d'ailleurs, amène les pires horreurs. La passivité, le consentement. Et cette passivité, elle est à tous les niveaux, même dans le phénomène de la pensée. Quand tu penses en silence, tu utilises des mots parce qu'il n'y a pas de pensée sans mots. Ma chienne, elle pense pas, il n'y a pas de mots dans sa tête. Pour qu'il y ait des pensées, il faut qu'il y ait des mots. Mais quand ils ne sont pas dits, ces mots, quand ils ne sont pas extériorisés, quand ils ne sont pas transformés par l'individu lui-même, par le biais de sa vibe, eh ben, ils se transforment en mots MAUX et en système enfermant. Et ils donnent l'illusion parfaite d'avoir du discernement. Et pour avoir du discernement, il faut être dans l'action. La seule façon d'avoir du discernement, c'est de pouvoir brûler par l'action de la parole cette matière noire, la transformer. Aujourd'hui, peu de personnes sont créateurs. Pour être créateur, il s'agit d'agir sur sa matière noire, donc sa matière traumatique, sa matière de souffrance, sa peur, cette pulsion de mort, voilà, tout ça. D'agir là-dessus, d'utiliser ça pour le transformer. La création, c'est le pouvoir de transformer cette matière noire. Et il faut de la matière noire pour la création. Mais les gens ne sont pas intéressés par ça, ils sont intéressés par le beau. Ils sont intéressés par la contemplation, par la passivité. Et de ce fait, ils deviennent des idolâtres de théories abstraites. Comme aujourd'hui, il y en a pléthore dans la physique quantique. Chaque semaine, une nouvelle théorie, le double quantique, le ci, le là, des trucs qui ne servent à rien, de rien, qui ne servent qu'à remplir le vide, qu'à occuper l'esprit des gens. Comme les décorateurs, dans l'art, ils remplissent les galeries pour faire de la déco. Mais c'est pas de l'art. Mais c'est la même chose. Tout ce qui n'est pas utile dans le sens, tout ce qui n'amène pas de transformation, qui n'amène pas la personne à agir dans la matière pour se transformer, ça sert à rien. L'hypnose, ça t'empêche d'agir. L'hypnose, c'est produit par des individus qui se cachent à eux-mêmes leur peur. Et ça, c'est ce que l'humain adore faire. Il se cache à lui-même sa peur et il fait croire aux autres que la mort n'est qu'un passage vers un monde meilleur, qu'il a le contrôle sur la situation, il devient un contrôlant. L'homme qui se cache à lui-même sa peur devient un contrôlant, un mythomane, un perché, un idolâtre, un fétichiste, un amoureux du beau. Il se coupe du réel.
il se coupe du réel. La mort a pour fonction de nous rendre réels. C'est à partir du moment où tu as conscience du fait que tu vas mourir, que tu commences à te poser des questions existentielles, que tu génères cette matière noire, cette matière de stress, cette pulsion de mort liée au fait que tu vas mourir. Et c'est ça l'intérêt de la mort. Le trauma, chez l'individu, c'est ce qui va lui générer une énorme matière noire. Donc, une possibilité de pouvoir se transformer. Le trauma, ça vient amener de l'électricité dans le corps. Ça vient secouer la personne. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est que ce qui se passe à l'échelle de l'individu se passe aussi à l'échelle du planétaire, d'un point de vue totalement inconscient, parce que le planétaire, c'est l'inconscient. Et la seule possibilité d'évoluer, c'est individuellement. Mais quand tu comprends individuellement, toi, ton parcours, quand tu te connais toi-même plutôt, quand tu sondes, quand tu apprends régulièrement à sonder ta peur, à la flairer, à la renifler, à la traquer, pour pouvoir l'utiliser, pour la transformer et devenir créateur. Hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai réagi subitement à l'aboiement de ma chienne, parce que ma chienne, il se trouve qu'elle aboie quasiment jamais. Là, j'étais surprise, parce qu'en fait, j'ai eu de la visite d'une personne qui craint les chiens. Et quand il y a quelqu'un qui vient, mais qui craint pas les chiens, elle s'en fout complètement. Quand il y a une personne qui vient, mais qui est sur la tension, la tension, la peur et tout, elle aboie. Parce qu'elle a reniflé cette vibration de la peur. Et cette part animale en nous, elle est là justement pour renifler la peur. Pour la renifler, la traquer, l'identifier, pour pouvoir l'utiliser. Mais comme les humains, ils se coupent de leur part animale et instinctive. Ils sont des animaux intellectuels, ils sont des enseignants, ils sont des gourous, ils sont tout ce que tu veux. Ils se coupent de leur spontanéité, ils se coupent de leur part animale. Ils n'arrivent pas en fait à apprendre à traquer cette peur en eux. Et donc ils se coupent de la possibilité de découvrir leur pouvoir créateur. Ils croient qu'ils ont des choses qui émanent d'eux, des informations qui émanent d'eux. Ils se disent connectés supramentales. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils récupèrent des concepts à droite, à gauche. Ils les assemblent dans leur tête, ils font un truc avec. Ils font du blabla. Ils font tout ça pour impressionner, pour avoir le contrôle sur les autres, pour les impressionner et pour faire croire aux autres que sans eux, il n'y a pas de possibilité de se connecter avec le double éthérique, de faire ci, de faire là. Alors que la vie, c'est ce qu'il y a de plus simple, il n'y a pas mode d'emploi. Et ça, c'est le complexe d'impuissance. Le complexe d'impuissance, ça vient d'individus qui n'ont pas su reconnaître leur réelle puissance, à savoir leur pouvoir créateur. Et il y a la même chose observable à l'échelle des gouvernements. Donc, ce que tu comprends à l'échelle individuelle, ce que tu comprends chez toi, moi, ce complexe d'impuissance, je l'observe chez moi. Ce complexe d'impuissance est lié au manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance est lié à cette part en nous d'enfant traumatisé qui n'a pas été reconnu. Et ce complexe d'impuissance, il vient également, si on va dans le fond du fond, il vient d'une incompréhension de ce qu'est la vie et d'une incompréhension de ce à quoi sert la mort. En gros, l'humain, il est vénère contre la vie parce qu'il n'a pas compris pourquoi il allait mourir. Et il veut contrôler la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Et de tout temps, ça a été ça. Aujourd'hui, il y a les pro-intelligence, transsexuels, bon, les personnes qui veulent développer ah bah tiens, je trouve pas le mot. La fusion homme-robot pour en fait quoi? Pour vaincre la mort. Pour avoir un humain qui n'est plus soumis aux contingences de la nature.
La quête du Graal, hein, c'est comme tout, il y a chez tous les mystiques, les ésotériques, il y avait chez Hitler, hein, qui était ésotérique, mais quand tu vas dans des régions de France où il y a beaucoup de personnes attirées par l'ésotérisme, notamment Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, tous ces lieux-là, Bucarache, tout ça, c'est toujours la même obsession pour le Graal. Et le Graal, c'est quoi? C'est la fontaine de jouvence, c'est la vie éternelle. Tu vas jamais mourir, tu vas vaincre la mort. Voilà, c'est ça. C'est ça le fantasme des fantasmes de l'homme. Et c'est à partir de là qu'il délire complètement. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas compris que la fonction de la mort, c'était quoi? De nous générer cette matière noire, cette pulsion de mort, qui est notre matière première, pour pouvoir nous amener à nous transformer. Donc, à partir de là, il n'a pas compris, donc il a les boules contre la vie, donc il développe ce complexe d'impuissance, il a besoin de contrôler la vie. Aujourd'hui, les vaccins, à l'échelle des gouvernements, c'est le complexe d'impuissance. Le vaccin, qui ressemble symboliquement à une fusée, super technologie qui vient se planter, non pas dans la Lune, mais dans la peau des humains, il y a ceux des Russes, il y a ceux des Américains, ceux des Européens, et puis c'est la conquête, non pas de l'espace, c'est la conquête de celui qui aura le vaccin le plus efficace, de celui qui aura quoi, la plus grosse, hein, celui qui aura la plus grosse. On est à ce niveau-là, hein. Ce vaccin aurait pour fonction d'endiguer la maladie. Sauf que la maladie, elle mute. Donc, elle évolue tout le temps, la maladie. Donc, tu la bloques à un moment, elle évolue, elle se transforme. Donc, c'est pour ça, les humains, ils sont là, les humains qui souffrent ce complexe d'impuissance, on va faire les rappels. Les rappels. Première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, sixième dose, comme ça, vous ne nous oublierez jamais. Rappelez-vous que nous sommes là et que sans nous, vous ne pourrez pas survivre face à la maladie. C'est totalement impossible. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le complexe d'impuissance. Pareil, hein, cette technologie ARN messager, super impressionnant, complexe d'impuissance. Il faut toujours impressionner avec des technologies de ouf. Et là, je suis d'ailleurs touchée à l'ADN, c'est se prendre pour Dieu. C'est-à-dire que ces humains-là, ils se prennent pour Dieu. Et ça, c'est Dieu, si vous voulez, symboliquement, hein, la figure de Dieu, c'est en gros, c'est la matérialisation sous forme de concept du complexe d'impuissance chez l'humain. Voilà. Parce que c'est pas Dieu qui a créé l'homme. Il y a rien qui a créé quoi que ce soit. C'est ça qui est ouf. C'est que nous venons de l'inconscience. Nous venons de la matière noire. Nous venons du fond du noir, du fin fond du néant, quoi. Tu vois, voilà. Puis il n'y a pas d'origine. Mais les narrations sont créées dans les religions pour générer des croyances, pour que les individus aient des béquilles et des petits doudous, des illusions auxquelles se raccrocher pour que leur vie soit plus douce, plus supportable. Voilà. Comme aux enfants, on raconte des histoires. C'est la même chose. Histoire égale croyance, narration égale croyance, égale mythomanie. Hein, les mythomanes aujourd'hui, comme Rock Soccer, racontent des histoires. C'est Père Castor qui raconte des histoires. Ils ne peuvent pas se passer du fait de raconter des histoires parce qu'ils ont besoin d'avoir du succès. Et pour avoir du succès, ils vont utiliser comme base le besoin qu'a chez l'humain de croire. Et à partir de là, bah, c'est bon. Il y a un public. Il y a des gens qui sont là pour ça. Je vous redonne cet exemple pour ceux... Bon, parce que la vidéo là que j'ai fait 2h30, elle est très longue. En fait, à un moment donné, je reparle de David Bowie et d'une interview qu'il avait donnée en 90, à peu près, et j'ai regardé et j'étais attentif en fait à son regard, à son attitude, à sa façon d'être, à ce qui se dégageait de lui, à la façon dont il parlait, à son timbre de voix, à sa vibration. Et en fait, j'ai capté, c'est là que j'ai capté, parce que souvent en voyant à l'extérieur,
quelque chose, que tu le comprends mieux. Comme quand il y a Clémence qui m'a envoyé son cri qu'elle a fait, qu'elle a sorti son premier cri là. Pour moi, j'ai vu tout de suite, mais c'est de l'art en fait. C'est de l'art à l'état brut. C'est de l'art à l'état brut. C'est sans motif, sans déco, sans rien. Voilà, c'est brutal, c'est... Et je ferai un montage une fois avec tous les cris, mais pour l'instant, j'en ai que 2. Parce qu'il y a que 2 personnes qui ont osé m'envoyer leurs cris. Les gens ont peur. Les gens ont peur de crier, ils ont peur de se dévoiler, ils ont peur de devenir créateurs. C'est dingue. Le cri, c'est ton art exprimé sous la forme la plus brutale, la plus intacte, la plus pure, dans le sens où la pureté, c'est ce qui est intact. C'est pas un truc que tu recherches, les gens, ils recherchent la pureté. C'est pour ça que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de rechercher la pureté. Les pédophiles, c'est pareil, ils recherchent la pureté, hein. Ils cherchent la pureté qu'ils n'ont pas. Ça, c'est dégueu. Les spirituels, ils recherchent à se purifier. C'est dégueulasse. La pureté, c'est quand toi t'es sincère, quand toi t'es toi-même, quand toi t'es sans faux semblant, quand t'arrêtes de cacher ta peur de la mort, quand t'arrêtes de la cacher, quand t'es sincère, quand t'assumes ta flip, tu l'assumes. Et si tu dois te chier dessus, tu te chies dessus. Et ben ça, c'est pur. Parce que c'est sincère et authentique. Voilà. Et ben merde, je sais plus ce que je disais, putain. Ouais, là, David, ok. Je l'écoutais et tout. Ah, je dois avouer que j'étais béate. Hein. J'étais béate comme Nassim Haramein devant sa fleur de vie. J'avoue, j'étais là. J'ai un regard amoureux, c'est comme ça. Parce que je voyais quoi? Je vois un être qui a appris à traquer sa peur. Qui a appris à la flairer, à la traquer. À aimer sa peur et à l'utiliser pour se transformer. Je veux dire, il n'y a pas de meilleur exemple que David Bowie pour montrer un être qui a passé sa vie à se transformer et à se réinventer. Le mec, il a créé je sais pas combien de personnages, je sais pas combien de styles, et à chaque nouvel album, c'était un style nouveau. Il y a 2-3 styles qu'il a pas fait, hein, le country, le reggae, c'était pas trop son truc, mais les autres styles, il y est passé, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, au début, comme je disais, c'est qu'au début, quand il a commencé, il était encore dans son inconscient, il était encore pétrifié, et c'est ça dont je parle après, pétrifié par la peur de la mort, pétrifié par sa mort. Ça se voyait dans ses yeux qu'il était hypnotisé par l'extérieur. Il n'était pas encore là. Et à un moment donné, il s'est passé un retournement. Il s'est mis à regarder depuis son intérieur. Il avait sondé sa moindre parcelle de peur. Et c'est ça qui fait qu'un être est transparent. C'est ça qui fait qu'un être est transparent et qui fait que tu vas ressentir de cette personne la coolitude réelle. C'est-à-dire que cette personne, elle a plus peur de rien à l'extérieur parce qu'elle se connaît elle-même. Quand tu as peur de quelque chose, c'est ta peur en toi qui s'active, qui vibre en toi. C'est pour ça que si tu as cette peur en toi qui vibre et que tu n'as pas appris justement à la sentir, à la prendre pour l'utiliser, pour te transformer et donner le meilleur de toi-même à partir de cette base de matière, que du coup tu préfères la fuir, tu vas agir de manière totalement inconsciente sous l'action de la panique et il pourra t'arriver quelque chose. Tout comme les personnes ils vont se faire vacciner parce qu'elles sont flippées de choper la maladie. Imagine, tu cours te faire vacciner, t'es flippé d'être malade. Tu veux pas avoir ta peur, bam, il peut t'arriver un accident avant même que tu arrives au centre de vaccination. Et donc je vois chez cet être cette transparence, la transparence de celui qui se connaît. Et qui n'est plus, qui est cool, parce qu'il est plus pétrifié. Il est plus pétrifié par la mort. Et là hier il y a Danilo qui m'a envoyé un lien sur d'ailleurs je le remercie. Je remercie Danilo aussi pour son don. J'avais oublié de le préciser. Et Olivier aussi, merci. Sur Edgar Morin.
Edgar Morin, le sociologue, attendez, c'est un truc de dingue. Je savais pas, il a eu 100 ans, le mec, hein, 100 ans. Il a un siècle. Je sais pas si vous imaginez, truc, un siècle. Le mec est rayonnant. Il a les yeux qui brillent. Il a les mêmes yeux qui brillent que David. Il se connaît depuis le dedans. Et il parle du trauma, lui. Il parle de ces traumas qu'il a eu dans l'enfance. Que ça a été justement un moyen pour lui d'évoluer, de se transformer. Et il parle de faire triompher la vie, de l'importance de faire triompher la vie sur cette mort. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette pulsion de mort chez nous au quotidien, elle nous pétrifie, d'accord? Elle nous pétrifie. C'est ça qui nous crée ces raideurs, cette dureté, cette paralysie, cette mécanicité également, ce manque de fluidité, qui nous transforme en statue de sel de notre vivant, qui fait qu'on a ces regards fixes là, ces regards fixes ou ces gens qui sont là. Moi je sais parce que je me suis observée, qui sont là, qui taguent à gauche, à droite et qui fixent sur un truc et tu vois, ils sont saisis, ils sont saisis par la peur en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça, c'est que la masse est saisie par la peur. Il y a cette gravité ambiante où qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de possibilité de se marrer en fait. Quand tu es saisi par la peur, tu te marres plus. Mais en fait, moi, ce que j'ai capté, c'est que s'il y a cette situation-là qui se présente, où il y a des liens qui nous mettent en relation directe avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est justement pour que cette matière traumatique de la guerre remonte, soit purgée, remonte. Il y a bien une purge à l'œuvre en ce moment. Et c'est la vie qui veut ça. Arrêtez de croire, c'est le complot des élites. Les gouvernements, les élites, tout ça, ce sont des exécutants. Des exécutants. Comme je dis, qui ont été placés à leur poste parce qu'ils souffraient du complexe d'impuissance. Tu vas pas mettre au poste de direction, de présidence de la France, de ministre, tu vas pas mettre Edgar Morin. Parce qu'il sera pas capable de faire flipper les gens. Il sera là, il sera pas capable de faire sa fonction de président. Il faut mettre une personne qui souffre de complexe d'impuissance. Et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut ça. Il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait des gouvernements pour gérer la masse inconsciente qui est pas capable de gérer elle-même, qui est pas capable d'apprendre à aimer sa peur pour la transformer et devenir créateur. La masse, elle est pas créatrice. La masse, elle a besoin d'être endiguée, d'être gouvernée. Elle attend que ça. Elle attend que ça, même qu'on lui fasse flipper. Pour lui apporter des solutions. Elle est passive. Voilà. Et je veux dire, c'est aussi ce flip qui est mis en place par les gouvernements qui permet de donner la direction aussi, qui permet de créer la narration. Parce que dans ce monde d'inconscience, on est dans une narration, on est dans l'histoire, on est dans le temps. On est prisonnier de ce temps dans le règne de l'inconscient. Donc il faut une histoire. Comme je le disais, Mitterrand, il commence son allocution en 91, un truc officiel, là, comme Macron, je crois, va faire ce soir. Il commence par « Les forces de frappe se sont intensifiées dans le Koweït ». C'était la guerre du Golfe. « Attention, menace !» L'histoire commence. Et là, tout le monde est attentif à partir de là. Mais ça, j'en sais quelque chose, moi. Quand je débarquais, quand j'étais professeur remplaçant, dans les collèges en art plastique. En art plastique, c'est là où les profs, ils se font éclater la gueule, hein. Art plastique et musique. Et t'arrives en cours de route dans un collège, en cours d'année, dans un collège en banlieue, là où c'est bien chaud. Hop, là, t'arrives, allez, vas-y, démerde-toi. Au début, première fois, je me suis fait éclater, hein, complètement. Puis après, j'ai compris, j'ai trouvé 2-3 trucs qui marchaient super bien. C'est-à-dire que ce que je faisais en arrivant, surtout pas sympa, la meuf, hein, j'étais surtout pas sympa, pas un seul sourire, surtout pas de connivence, surtout pas de capital sympathie, surtout pas. J'arrivais et en fait, avant de commencer quoi que ce soit, je leur exposais les échelons des punitions et des sanctions. Et en fait, j'avais mis un degré d'échelon. Donc, premier échelon, un avertissement
qui est signalée par une croix sur le tableau avec le nom de la personne, pour bien qu'elle soit... Hein, on a vu qu'elle était identifiée. Mais je faisais comme le gouvernement, moi. J'identifiais les complotistes, là, les résistants et tout. Ah ouais. Ensuite, deuxième croix, deuxième avertissement, troisième. Ensuite, sanction, punition affaire chez... non, attends, merde, je me rappelle plus. Punition pendant le cours. Voilà, donc, pendant le cours. Et ensuite... si la personne, donc l'adolescent n'avait pas intégré que fallait respecter le calme dans la classe, sinon on peut pas y avoir de cours tout simplement. Et ben en fait, je leur disais que je contactais leurs parents. Et j'avais trouvé cet échelon en fait le plus flippant, c'est contacter les parents. Et là, j'appuyais à donf dessus. Je disais, je vais appeler vos parents. Et je vais discuter avec eux. On va discuter avec les parents. Et je faisais mon truc, c'est-à-dire que ma technique, que j'avais captée, parce qu'une fois j'avais vu un CPE le faire, j'ai fait, putain, c'est ça le truc. D'accord, ok, j'ai capté. C'était de marquer un silence entre deux phrases. Donc, c'est de parler sur un ton, alors au début, assez léger, c'est-à-dire on va faire un premier avertissement. Puis un deuxième avertissement. Bon là, ils s'en foutent des avertissements de toute façon. Et après, je vais appeler vos parents. Silence. Mais ça, je l'avais déjà dit. Ça, c'est le truc pour marquer, je vais appeler vos parents. Silence. Et après, tu répètes plus ou moins toujours la même chose. Tu changes pas trop. Voilà, on va discuter, je vais discuter avec vos parents. Silence. Et là, tu marques bien un truc. Et là, le flip, il est installé. Et là, calme. Calme dans la classe. Et ça, j'ai mis du temps avant de comprendre comment ça marchait. Hein. Et quand j'ai compris comment ça marchait, j'arrivais, bam bam, je mettais ça, je disais ça au début, je faisais flipper, et après j'avais une classe où ça pouvait bien se passer, où il y avait des échanges qui pouvaient se faire et tout, où ça pouvait commencer. Donc ce stress, ce flip, par analogie, comme dans la Bible, au début il y a Adam et Ève, ils sont dans le jardin, ils se font chier, ils foutent rien. Il y a le serpent qui arrive, il débarque, il fout le stress. Il fout l'intensité. Il met l'ambiance, comme un concert. C'est-à-dire que c'est là que les gens sont sont totalement contradictoires. Ça, c'est un truc de dingue. Ils regardent des films hyper violents, avec de la destruction, du feu. Ils écoutent de la musique. Du dark metal, du heavy metal. Enfin bon, heavy metal en fait, pour moi c'est pas très violent parce que c'est du rythme binaire, donc c'est boum boum. Mais bon, des trucs qui leur inspirent la violence, machin. Ils sont incapables, eux, de se mettre en feu. C'est-à-dire que c'est toujours l'extérieur qui se met en feu à ta place. Le feu, il est dans les films, dans la musique. Attends, c'est quoi aussi le truc que j'avais remarqué par rapport à ça? Et les gens sont dans la passivité, ils se nourrissent, ils gobent, ils se bouffent des séries, ils se bouffent des films, ils se bouffent des trucs où il y a du feu, ils fument des clopes, comme ça la clope elle est en feu à ta place, et puis ils sont pas en feu dans leur tête, dans leur esprit, donc ils captent rien, donc ils restent voilà, perchés, et surtout, là où c'est pas cohérent, c'est que les personnes qui sont soi-disant anti-complotistes, anti-système, anti tout ce que tu veux, qui sont là, le gouvernement, ils sont là pour nous manipuler, c'est les méchants et tout, machin, eux, c'est les premiers à aller se taper des vidéos bien dark, à aller se taper des films bien traumatisants, avec de la destruction, de la baston, du machin, et à aimer ça. Parce qu'ils sont incapables d'aller sonder en eux la part de destruction, la part de chaos. Et ce feu qui n'arrive pas justement à s'allumer pour pouvoir ensuite devenir créateur à partir de cette matière. Ensuite, il y a tous ces idolâtres, ces perchés, ces Nassim Haramein, les guimans aussi, pareil. Ils sont là pour projeter du beau, projeter du bien, et ils sont totalement coupés de cette matière première, de la matière noire et de la souffrance, qui est en fait ce qui permet d'être créateur. Ils sont pas créateurs, ces gens-là.
Ils sont là pour, c'est comme les animateurs télé ou les représentants en canapé, en mobilier, qui sont là pour amener leur beau sourire bright et te faire et t'hypnotiser bien sûr pour te dire que le canapé là, vous allez voir, ça va changer votre vie, c'est merveilleux. Ou les présentateurs télé. Comme à l'époque, l'émission de Nagui avec la brosse à dents, il souriait, puis la dent qui brille. Oh, sourire bright. Oh, allez, on va vous parler du double quantique. Oh, allez, si, là, c'est merveilleux, c'est bon, c'est fantastique. Ouais, non, c'est nul. Ça sert à rien. C'est de la fantaisie intellectuelle, c'est d'élucubration intellectuelle. C'est pas réel. Il n'y a pas de densité. Tu prends un marteau pour faire toc toc, ça sonne creux de chez creux. Ce qui est dense, ce qui est de la matière, c'est cette matière noire, cette matière de souffrance que l'individu prend et transforme. Et c'est ça qui est son pouvoir créateur. Je m'en fous, je vais le répéter, hein. Je vais le répéter. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir de transparence chez les êtres. Ils sont toujours en train de se cacher quelque chose, en train de cacher un truc, dissimuler un truc. Ou alors ils ont besoin toujours pour faire leur vidéo d'être au meilleur, sous leur meilleur truc, meilleur rang, meilleur ci, meilleur là. Puis tu vas les rencontrer dans la vraie vie. Bon, ils sont pépères, s'ils sont à la retraite, pépères, c'est cool. Mais tu verras qu'il y aura ils vont coincer sur 2-3 trucs. Si toi, par exemple, t'es trop spontané, je sais pas moi, en mode moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est quoi? C'est que je suis poussée par aller sur là où la personne, elle refoule. Je suis poussée par aller toucher là où ça refoule. Donc, je veux voir un guillemant, je fais quoi? Je mets du heavy metal, je bois des bières, je fais ça, je fais, ah, vive Satan! Voilà, je fais ça. Parce que c'est ça que le mec, il refoule. Et puis là, il va me faire un petit sourire, genre, ah, elle est mignonne, elle est gentille. Ah, ouais, c'est pour rigoler. Un petit sourire condescendant. Et ouais, la condescendance. Genre, ça vient des gens qui sont dans le bien, qui croient qu'ils ont tout compris. Ils sont condescendants. Comme le lama bouddhiste, là, qui sur premier abord, super sympa, super abordable, il est condescendant. Comme les religieux, les spirituels, ils sont condescendants. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils sont dans la rue, ils voient, je sais pas moi, un SDF là qui est là en train de se défoncer. Ils le voient, ils vont se dire, ah, pauvre homme qui est dans l'ignorance, dans l'inconscience, dans la destruction. Ouais. Sauf que lui, tu vois, le SDF, au moins, il se cache pas lui-même qu'il est dans la merde. Toi, tu caches ta merde. Et ça pue encore plus que ce SDF. Moi, je vais te le dire. Hein. Je préfère un SDF qui pue la pisse, qui sait qu'il est dans la merde, au moins il se le cache pas, qu'un idolâtre fétichiste qui se met son beau parfum son parfum qui pue, son parfum de représentant, pour cacher sa merde qu'il veut pas voir. Ah ouais. Donc, en fait, cette analogie par rapport au trauma planétaire qui a été la Deuxième Guerre mondiale, et cette expansion cette expansion, oh putain, oui c'est ça, il y a eu une expansion sur 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau de la masse, il y a eu la société de consommation, l'arrivée des loisirs, le baby boom, les mouvements des hippies, tous ces phénomènes de masse, en fait, totalement régressifs, dans le sens qui visait à cacher la merde et à faire style la vie reprend alors que la merde n'a pas été évacuée. C'est en ce sens que je dis que c'est régressif. Et c'est là où c'est très intéressant parce que à l'échelle individuelle, il y a eu des artistes qui des artistes qui ont amené des formes nouvelles. Le mouvement Dada, c'est là où il y a eu le plus de nouveautés. Ensuite, il y a eu le surréalisme. Ensuite, il y a eu le Fluxus. Et ça a été vraiment une expansion de la créativité. Mais c'était à l'échelle d'individus, des individus. C'est pas un phénomène de masse. Il y a eu des philosophes qui
bah, du coup, j'avais cité Hannah Arendt, elle est de cette époque. Il y en a eu plein d'autres. Je me souviens, quand on était en philo au lycée, tous les philosophes contemporains, c'était des philosophes d'après-guerre. C'est ces esprits qui ont saisi cette matière noire, cette matière traumatique, et qui en ont fait quelque chose, qui l'ont transformée par leur pouvoir créateur, et qui en ont fait de l'intelligence. Ah, ça c'est intéressant. Et aujourd'hui, ça revient, cette masse traumatique, au sein du collectif, et c'est manifesté par le biais de toutes ces perturbations émotionnelles, et en fait de cette peur de la mort que nous avions oubliée. Nous avions oublié la mort. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et, oh putain. Parce que là, bon, je l'ai toujours dit, j'avais dit les trucs, mais maintenant je les rassemble pour faire un truc cohérent. Cette perte du goût, ce Covid, qui, pour moi, est en fait le produit de la modernité, parce que quand t'es dans ton intérieur, tout bien, où t'as plus aucune menace du point de vue, enfin, venant de la nature, tu perds la sensibilité et donc tu perds le goût. Oui, comme je disais, quand tu pars marcher, hein, moi je vous conseille de voir le film Wide, il est vachement bien. Tu pars marcher, t'es éprouvé, il y a du danger, si t'es dans la nature il y a du danger, t'es éprouvé, donc ta sensibilité se réactive. La carapace de ton orgueil se secoue et le goût est intensifié. Quand tu vas boire, quand tu vas manger, tu vas avoir un décuplement du goût et des saveurs. Parce que tu es en vie, tout simplement. Mais quand tu es dans ce confort moderne, dans cette éternelle répétition du même, dans cette routine, ce quotidien, hypnotisé par ton quotidien, tu perds progressivement le goût. Et tu te laisses pétrifier par cette pulsion de mort. Tu te laisses pétrifier, tu te laisses saisir. Donc la maladie arrive pour amener cette purge, pour pouvoir ensuite être plus neuf, comme dirait Nietzsche, tout ce qui tue pas renforce, ou plutôt, c'est con ça, renforce, non, tout ce qui tue pas rend plus vivant, rend plus sensible, rend plus intense, voilà. Parce que se rendre fort, ça vient de complexe d'impuissance, hein. Ouais, je vais être plus fort, non, plus sensible, plus vivant, plus intense, ça n'a rien à voir. Voilà, donc la raison du Covid, cette perte de goût qui est le produit de la modernité, et la modernité qui est le produit des 30 glorieuses, de cette société de consommation, de ce culte de la matière, le culte de la matière, mais qui sert juste à cacher la merde. Vous savez, c'est comme j'aime beaucoup, à une époque, je regardais les Amityville, ces films d'horreur américains qui sont tirés d'une histoire vraie. Et en fait, c'est toujours pareil, la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui achète une maison, une belle maison, pas chère, un peu abandonnée, mais grande, et ils se comprennent pas pourquoi elle est pas chère. Après, on leur explique que il y a un père de famille qui a buté toute sa famille dedans, puis personne ne veut l'acheter. Et c'est une maison qui existe vraiment aux États-Unis, qui est d'ailleurs visitée là-bas. C'est ça la culture aux États-Unis, quoi. Bon, oui. Et après, en fait, ils découvrent que la maison est construite sur un cimetière d'Indiens. Donc ça, c'est intéressant par rapport à la psychanalyse de l'Amérique, parce que l'Amérique, elle s'est construite sur des cimetières d'Indiens, sur l'extermination des Indiens. Et moi, quand j'étais allée à Vancouver, je le sentais, ça. Je le sentais. Je sentais que ces maisons-là, toutes neuves, hein, ces buildings, ces machins, ils étaient là pour cacher le sacrifice des Indiens. Et tu vois deux, trois petits totems, tu te dis, oh, tu sens, ça se sent. Et donc ça a la modernité. Ça vient se construire sur des charniers, en fait, que l'homme, il veut pas voir. Et c'est pour ça que les artistes qui sont particulièrement sensibles, eux, ils sentent, ils veulent aller, ils vont voir cette mort qui est refoulée pour montrer qu'il faut en faire quelque chose, et c'est ça le pouvoir créateur. Ils y vont. Mais s'il leur manque du discernement, de la compréhension, ils se font avoir par la mort les prend. Et ils créent, mais en même temps, ils se détruisent. Et donc, moi, je me suis posé la question, comment, justement, pouvoir agir sur nous, sur cette pulsion de mort au quotidien, pour se dépétrifier, en fait. Se dépétrifier. Et c'est là que, oui, en fait, c'est la parole. Spontanément, c'est la parole qui est venue. Parce que la parole, c'est une extériorisation
de choses de l'intérieur à l'extérieur, et c'est en même temps une transformation. C'est parce qu'il y a une participation, il y a une action. Il n'y a pas de transformation possible dans la passivité. C'est impossible. Il faut une action. Et surtout, il faut oser s'exposer, oser aller vers ce qui te fait flipper. Ça te fait flipper de t'exposer parce que quoi? T'as peur que le KGB, t'as peur que le FBI il te recense ou je sais pas, t'as peur que tes vidéos se retrouvent sur des sites je sais pas quoi ou machin, t'as peur de quoi? Ça c'est des peurs qui sont complètement délirantes. C'est ce que la matière noire qui monte à la tête ne sait faire que délirer des trucs complètement dingues. Et ça j'en sais quelque chose, moi je l'ai constaté. Donc c'est ça la subjectivité, hein, c'est la matière noire qui remonte et qui te fait voir des trucs, machin. Donc, par la parole, tu vas agir sur cette matière, tu vas la transformer en intelligence. La matière noire transformée par l'homme, ça devient son intelligence. Et donc, la parole, voilà, j'ai trouvé la parole pour me dépétrifier, et ensuite, j'ai trouvé le cri qui vient en fait créer une accélération. Simplement, une accélération. Donc, le cri au début pour libérer la matière traumatique, ensuite pour développer l'affirmation de soi, libérer la part animale, ok. Et ensuite, troisième étape, là où c'est le plus intéressant, parce que là, ça va concerner une pratique quotidienne, c'est-à-dire tu vas pas crier tous les jours pour libérer ta matière traumatique, hein, tu le fais ça une fois, deux fois, trois fois, c'est tout. Parce qu'en plus, si tu dois te péter les cordes vocales, faut le faire, voilà, tu peux le faire qu'une fois ou deux. Si tu le fais régulièrement, tu vas tout simplement, t'auras plus de voix. Et bon, quand tu te casses les cordes vocales une fois, ça revient. Moi, ouais, ça revient quoi. Bon, simplement, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une sorte d'épaississement des cordes. Lié en fait à une cicatrisation, mais en fait ça va faire aussi que tu vas avoir une vibe qui porte mieux, une voix qui porte mieux. Pour ça souvent les femmes hystériques qui sont là, ça tire, mais les cordes sont trop fines, il manque cette épaisseur, et donc du coup ça menace toujours de casser, ça casse pas, et il n'y a pas l'épaisseur pour supporter une vibe profonde, et du coup les personnes elles se font pas entendre. Pour ça qu'il faut gueuler un bon coup des fois. Bon là je viens de me lever, c'est vrai que le matin c'est marrant ça aussi, ta voix elle est pas encore bien là quoi, c'est le temps qu'elle se chauffe en fait, c'est le temps qu'elle se chauffe la voix. Ouais, enfin c'est les cordes vocales qui se chauffent. Et donc le cri, donc troisième étape, là où c'est intéressant, c'est donc ce que j'ai dit dans la vidéo de 2h30, mais là je le dis, c'est de dire oui. Oui, 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 oui avec intensité. Juste oui avec intensité. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est tellement simple. Mais imaginez, le niveau de simplicité là, c'est ce oui qui est dit avec intensité, où il y a une participation de l'individu, il y a une action, c'est-à-dire c'est toi. Tu peux pas, c'est pas l'extérieur qui va dire oui à ta place, d'accord? Si tu veux de la positive attitude et que tu bouffes, tu gobes des trucs pour être bien, ça vient pas de toi. Là, c'est un truc qui vient de toi, où t'as besoin d'aucune substance extérieure, parce qu'il y en a, ils ont des besoins de substance pour se sentir bien. Non, c'est toi avec toi-même. C'est ton oui, en fait, qui va venir dépétrifier quoi? Ton non. Ton oui qui va pénétrer ton non. Chelou quand même. En fait, le non, c'est cette pulsion de mort en nous. Cette pulsion de mort, elle ne sait dire que non, parce qu'elle ne sait qu'être en résistance, et entretenir la résistance, donc entretenir la tension, entretenir l'opposition. L'opposition, c'est nécessaire dans le processus d'individualisation, mais c'est une première étape, c'est-à-dire tu t'opposes à la masse, parce que la masse, elle est à la masse. La masse, elle ne connaît pas ses droits. Et quand un individu connaît ses droits fondamentaux, sa liberté, le respect de son intégrité physique, c'est un de ses droits fondamentaux, il peut plus accepter qu'il y ait par exemple potentiellement une vaccination obligatoire, parce que la vaccination obligatoire, ça vient enfreindre le droit fondamental au respect de l'intégrité physique. Donc, ça, c'est le début de la conscience. Le début de la conscience, c'est avoir conscience de ses droits. Avoir conscience de ses droits, c'est avoir conscience de soi. Et donc, forcément, il va y avoir une opposition
à la masse, qui elle connaît pas ses droits, elle s'en fout, elle accepte tout ce qui émane des autorités parce qu'elle a besoin d'être sécurisée. Donc elle n'a pas de discernement, elle a juste besoin d'être sécurisée. Et si on lui dit un truc qui est contre elle, mais qui lui donne illusion de la sécurité, elle ira. Parce qu'elle est inconsciente de sa peur, elle est agie par sa peur, elle n'a pas de discernement, et elle préfère la sécurité à la responsabilité de soi. Voilà. Donc, dans un premier temps, opposition, mais ensuite, création. Création de quoi? De cette individualité, de cet ego, de cette conscience. Et les contextes comme celui-ci, ils sont parfaits pour la création de cette individualité. Et oui, forcément, c'est pas confortable. Forcément, t'es marginal au début. Jusqu'après que tu comprennes que tu vas pas entretenir ta marginalité, parce que la marginalité entretient l'opposition, entretient l'esprit dualitaire. L'esprit dualitaire, c'est anti-conscience. Si tu crois que les gouvernements c'est mal, t'as rien compris le but d'un gouvernement, t'as rien compris que la vie utilise tout ça pour le processus d'évolution. Vous savez, il y a eu beaucoup de personnes religieuses, de confession juive, qui se sont interrogées sur la raison de cet holocauste, des personnes qui n'étaient pas dans cet esprit dualitaire, qui savaient qu'en gros, si Dieu existe, alors tout est la création de Dieu. Alors comment expliquer cet holocauste si c'est la création de Dieu? Ils n'ont jamais trop trouvé la réponse. Hein. Il y en a, ils te sortent parce que c'est le karma des Juifs, de ça, machin. C'est encore une narration, hein. Parce que le karma, la réincarnation, tout ça, c'est ok, bon, c'est des narrations, tout ça. Pour moi, c'est pas suffisant. Hein. Déjà, important de dire que c'est pas que des Juifs qui ont été déportés. Et c'est aussi important de dire que des holocaustes, il n'y a pas eu que ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu aussi le Rwanda. Qui a été en fait sous la présidence de Mitterrand en 96, et les casques bleus, soi-disant qui étaient là pour protéger les civils, étaient du camp des exterminateurs et ont participé à l'extermination des de toute façon, Hutus et Tutsis se sont fait buter les deux. Je ne sais plus lesquels étaient ceux à battre, étaient les mauvais. Et en fait, c'était en fait le fruit du virus qu'avait implanté l'occidental dans l'esprit des gens en Afrique. C'était l'esprit racial. C'est-à-dire de faire croire qu'il y a une différence entre Hutu et Tutsi. Alors qu'à la base, en Afrique, il n'y avait pas ce truc racial, parce que l'étranger, celui qui vient par exemple du pays à côté de chez toi et qui vient chez toi, vu que c'est un exilé, tu dois l'accueillir comme... tu dois lui faire honneur parce qu'il est en galère. Et là, ils ont monté la tête, les évangélistes, ils ont monté la tête aux gens là-bas pour leur faire croire qu'il y avait des races supérieures à d'autres. Bon, et donc il y a eu un trauma aussi, il y a eu des traumas partout, hein, l'extermination des Indiens. Mais le truc, c'est que la différence qu'il y a avec l'Holocauste, c'est que en fait, l'Holocauste a été phénomène qui était lié à la guerre mondiale, donc c'était un phénomène mondial. Et ça a été documenté. C'est-à-dire que les images ont imprégné l'inconscient de la masse. Et puis elle a la figure de Hitler qui faisait flipper, qui fait encore flipper, qui est aujourd'hui encore un tabou, il y en a, ils voient la gueule de Hitler, ils sont traumatisés. Ça veut dire qu'ils sont directement renvoyés à leur obscurité à eux-mêmes. Donc voilà, c'est quand même la différence qu'il y a, c'est-à-dire c'est l'amplitude d'imprégnation de l'inconscient de l'Holocauste qui est le plus fort, voilà. Parce que tu parles par exemple du génocide des Tutsis, ou Tutsis, je crois que c'est les Tutsis. Bon, il y a très peu de gens qui déjà ont des images en tête de ça,
Enfin, moi, j'ai vu un film là-dessus, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Mais c'est moins imprégné dans l'inconscient de la masse. Pareil pour les goulags. Les goulags en Russie, ça fait moins peur, en fait, c'est ça. Le goulag, il fait moins, c'est même un peu funky, quoi. En plus, il y a tout un folklore avec le communisme, avec l'URSS, hein. Quand tu vas, je sais pas, à Berlin, tu peux acheter les trucs, c'est cool, c'est fun. Sauf que les trucs des nazis, c'est pas fun, tu vois. Tu vas pas te mettre une petite croix nazie, oh, c'est cool. Non, personne fait ça. Ça, c'est le truc qui, t'as pas le droit de rigoler. Parce que c'est là que ça fait le plus flipper, c'est là qu'il y a le plus de matière noire. Et en fait, cette matière noire, donc, comme je disais, les religieux ils se demandaient pourquoi. En fait, c'est qu'il y a eu la création, tout simplement, d'une matière noire à l'échelle du planétaire. Et oui, c'est la vie qui a voulu ça. Pour que cette matière noire puisse être, en fait, le moteur à propulsion d'une évolution. Vous voyez la vie comme c'est une chienne, hein? C'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui a voulu ça. La vie, elle a rien trouvé mieux que de nous traumatiser pour nous créer cette matière noire pour qu'ensuite on puisse devenir créateur. Ok? Voilà. Et ouais, chienne de vie. Mais bon, quand tu comprends ça, t'es plus intéressé par fuir, soit dans les mondes irréels, soit attendre, je sais pas quoi. Non, 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 non. Tu te dis, ok, ça commence maintenant. J'apprends à traquer ma peur, j'apprends à traquer ma matière noire et à la transformer. Et là, je vais me mettre le feu. Je vais me mettre le feu en moi. Et là, je vais amplifier la vie. Et oui, c'est ça la logique, parce que l'humain, quand il n'a pas compris la fonction de la mort, soit il se ment à lui-même, soit c'est un perché, bon, ok, on a compris, soit donc il développe ce complexe d'impuissance et il veut vaincre la mort. Et ensuite, quand il comprend qu'il peut pas contrôler la vie, parce que de toute façon, il a aucun contrôle sur la mort, puis je vais dire, les mecs comme Laurent Alexandre, là, les pros intelligence artificielle qui veulent faire l'humain robot et tout, de toute façon, ils vont pas y arriver. Ce serait un échec. À chaque fois que l'homme, à toutes les époques, il a voulu vaincre la mort, trouver le Graal et tout, il a pas réussi. Alors, c'est une perte d'énergie, mais puis ça va amener une déception, c'est terrible. Donc, laissez tomber, laissez tomber. Ça marchera pas. De toute façon, tant que t'as pas de conscience et d'esprit, de toute façon, tu peux rien. Hein. Donc, tu peux juste avoir l'illusion d'arriver à un truc et au dernier moment, oh non, merde! Non, ça marche pas. Donc, quand t'as compris que tu pouvais pas vaincre, contrôler la vie parce que tu peux pas vaincre la mort, eh bien, tout simplement, t'es intelligent, tu réalises qu'en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est servir la vie. Être à son service. Être à son service à cette pute, à cette chienne. Bah, y a que ça à faire. Donc, tu vas travailler en fait à amplifier ta vitalité en toi. Plutôt que toujours te prémunir, renforcer ton système immunitaire, prendre les vitamines, les machins, oh là là, pour être bien d'attaque contre les potentielles attaques des virus méchants et de... Non, non, ça c'est la logique autodéfense qui révèle tout simplement une insécurité, une peur, et tout comme l'orgueil, cette carapace te crée le mode autodéfense, toujours... Quelqu'un te dit un truc, t'es susceptible, ah, non, 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 je sors les armes, non, 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 mais ça, puis en plus, c'est une perte d'énergie. Tu te détends et tu travailles chaque jour à amplifier ta vitalité. Et là où c'est beau, c'est que, ouais, tu prends un mec comme Edgar Morin, 100 ans le mec, 100 ans. Et bah, toute sa vie, ce mec, il a amplifié sa vitalité par son esprit, par son intelligence. Il a perfectionné son intelligence toute sa vie, cet homme. Et regardez comme il est rayonnant. Regardez comme il est en vie. Et pourtant, c'est un mec de 100 ans. 100 ans. Donc oui, c'est possible d'avoir la santé et cette vivacité d'esprit. Et ça, c'est terrible aussi parce que nous, on associe la vieillesse à la dégénérescence. Mais oui, c'est sûr, quand les gens sont agis par leur pulsion de mort, leur mécanicité, bah, ils deviennent des Alzheimer, hein. Et ouais, hein. Mais on nous montre jamais les contre-exemples de la personne âgée qui est vive dans son esprit. Mais celui qui est vive dans son esprit à 100 ans, il a travaillé à amplifier cette vitalité. Il a en aucun cas été passif. Il y a travaillé chaque jour. Chaque jour. Voilà, si ça vous donne pas envie de parler, wow, 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 wow. À la prochaine.